Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une nouvelle vidéo où j'aurai pas mal de choses à vous présenter. C'est parti pour la vidéo. Et on commence tout de suite cette vidéo par cette anthologie Melville du grand réalisateur Jean-Pierre Melville. Alors c'est un réalisateur que je connais assez peu. J'avais déjà deux de ses films en Blu-ray. J'avais Le Cercle Rouge qui est pour le moment mon film préféré de ce réalisateur-là, parce que j'ai pas encore découvert les autres, et Le Samouraï qui est également un très grand film avec un excellent Alain Delon qu'on retrouve notamment dans Le Cercle Rouge. Le Cercle Rouge, vous avez aussi Bourvil et Yves Montand. Franchement, c'est une histoire de dingue, vraiment un polar comme on n'en fait plus. Je sais qu'il y a un 4K qui était sorti récemment, mais je suis assez sceptique au niveau du master. C'est pour ça que j'ai pas encore sauté le pas. Et Le Samouraï, c'est un film qui a inspiré notamment John Woo pour son personnage dans The Killer. Et donc, que donne cette anthologie que je trouve vraiment excellent. Donc, au niveau du contenu, on est gâté. Vous avez 10 Blu-ray, vous avez un livret de 67 pages et un nombre incalculable de bonus. Donc ça, c'est mortel. Enfin, si, 9 heures de bonus. Et alors, que donne cette édition? Franchement, je la trouve super quali. J'avais dans le même esprit un coffret comme ça de Kubrick et aussi de James Bond. Alors, ça va me permettre de découvrir quasiment tous les films qui sont dans ce coffret-là. Le Silence de la mer, je ne connaissais pas. Les Enfants terribles non plus, jamais entendu parler. Tout comme Quand tu finiras cette lettre. Bob le flambeur, ça je connaissais par réputation, on va dire, et ça va me permettre de le découvrir. Deux hommes dans Manhattan, pareil, je ne connaissais pas. Léon Morin, prête avec Jean-Paul Belmondo, ça vient également compléter ma filmo Belmondo, et ça va me permettre de le découvrir. J'avais hésité même pendant une époque, il était dans des OP Fnac à le prendre. J'ai bien fait d'attendre parce que ça m'a permis de l'avoir dans ce coffret-là. Le Doulos, pareil, il faisait partie des opérations. Et ça, le Doulos, honnêtement, film noir que j'ai vraiment envie de découvrir. Il est cité même par Tarantino. Franchement, je vais me précipiter dessus. Le Samouraï, donc je viens de vous parler. L'Armée des Ombres avec Lino Ventura et celui-ci, je ne l'ai jamais vu. Honte à moi, je vais pouvoir le découvrir. Vous avez notamment Jean-Pierre Cassel dedans. Le Cercle Rouge, que je possédais déjà aussi. Un flic avec Alain Delon. 24 heures dans la vie d'un clown, pareil, je ne connaissais pas du tout. Et voilà, ça, c'est l'ensemble des films qui sont dedans. Et vous avez un livret, comme il précisait, de 67 pages. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc, qui reprend le visuel de l'édition. Et franchement, voilà, rempli de petites photos. C'est vraiment un livret très quali, et ça va permettre vraiment, une fois que j'aurai vu tous les films, de me replonger dedans et de découvrir peut-être certaines anecdotes qui peuvent être très intéressantes. Allez, on va passer à la suite. On poursuit la vidéo avec ces grands classiques du cinéma français, donc notamment le premier coffret avec l'association de Georges Lautner et le Michel Audiard, qui est un excellent dialoguiste, vraiment avec ses dialogues vraiment cultes. Donc vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes et Ne nous fâchons pas. Je possédais déjà les deux en DVD et donc j'ai upgradé en Blu-ray en ayant lu des différents tests et qui sont plutôt positifs sur l'ensemble. Donc c'est très bien, et ça va me permettre de découvrir Ne nous fâchons pas, que je n'ai jamais vu. Les Tontons Flingueurs, voilà, il est culte, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un chef-d'œuvre d'écriture, et les personnages sont excellents. Mais j'ai quand même une préférence pour Les Barbouzes. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai découvert assez jeune, c'est ce qui m'a plus frappé, avec les Chinois, il me semble, cachés dans les murs. Enfin, il y a plein de scènes comme ça qui m'avaient vraiment beaucoup plu. Et à côté, vous avez donc la saga des gendarmes, donc les gendarmes de Saint-Tropez. Alors, je sais qu'il y a le premier qui va sortir en 4K très prochainement, mais franchement, ça m'intéresse pas des masses sur ce type de film d'avoir le 4K. Et là, ça va me permettre, voilà, d'avoir d'un seul coup les 6 films de la saga culte. Alors, la qualité des films est assez en dents de scie, mais globalement, c'est vraiment une saga qui a beaucoup de sympathie, on va dire, beaucoup de nostalgie, et ça passe tous les étés sur la 6, mais honnêtement, voilà, c'est une saga que j'apprécie et que mes enfants, je pense, vont prendre plaisir à découvrir, parce que je me souviens un été, ils étaient restés vraiment scotchés sur les gendarmes. Le gendarme se marie, et je m'étais fait la réflexion en me disant,
Je les ai pas dans ma collection, ça manque et voilà, je les ai maintenant. Et en parlant de 4K, vous avez aussi apparemment un coffret Les Tontons Flaggeurs en 4K, mais pareil, je suis pas prêt pour sauter le pas sur ce type de film en 4K. Déjà en Blu-ray, ça sera parfait. La Balance, film de Bob Swan, réalisé en 1982, qui vient clore cette sélection de films français. Alors c'est une édition Le Chat qui fume. Je l'ai regardé dans la semaine et je n'ai pas été déçu. C'est un polar nerveux qui est situé dans les bas-fonds parisiens avec des personnages loin d'être manichéens. C'est ce que j'ai apprécié. C'est vraiment sale, violent. On va suivre la brigade de flics dirigée par Richard Berry qui vont essayer de retrouver une balance après l'assassinat de leur indique principale, et donc ils vont mettre la pression sur une prostituée pour qu'elle devienne une balance, et également sur son mec qui est un gangster de l'époque. Et honnêtement, franchement, c'est un très bon film. Là-dessus, rien à dire. Richard Berry joue très bien. Nathalie Baye est excellente aussi, vraiment un jeu tout en finesse, elle est magnifique dans le film. Mon préféré, ce fut Philippe Léotard, que j'ai trouvé saisissant, même son personnage, franchement, j'ai adoré. Donc, ce fut un très bon visionnage pour ce film. Vous retrouvez également dans le film un jeune Tiki Cario, qui est une espèce de chien fou, un peu le bras droit, on va dire, du méchant principal. Vous avez un jeune Florent Pagny, on y voit aussi Berléand aussi dans le film, qui était jeune également. Et vous voyez, Nathalie Baye était vraiment sublime, enfin toujours sublime, mais là dans ce film, elle est vraiment magnifique et c'est une interprétation phénoménale. Et je pense que voilà, je comprends pourquoi elle a eu le César je sais plus si c'était du meilleur second rôle ou de la meilleure actrice pour les Césars de 83. Mais en tout cas, voilà, c'était mérité. L'édition, quant à elle, est vraiment très chouette. Alors, le 4K, au niveau du master, c'est plutôt propre. Alors, pour moi, c'est plutôt un très bon Blu-ray, un bon Blu-ray qu'un 4K top démo, on va dire. Bon, après, je pense que l'âge du film, il fait pour beaucoup, et peut-être aussi peut-être la qualité du négatif d'origine, mais en tout cas, on le revoit vraiment dans de très bonnes conditions. Le son en DTS 2.0 est clair, franchement, un bon équilibre entre les dialogues, la musique et des fois les scènes de fusillade, notamment dans la scène finale qui est située dans un carrefour avec une fusillade qui est vraiment terrible. Et franchement, c'est une édition que je vous conseille. Alors peut-être si vous souhaitez pas forcément le 4K, peut-être attendre que le Chat qui fume fasse une édition DVD à part, peut-être un peu moins élevée pour pouvoir découvrir ce film. Mais en tout cas, voilà, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Les bonus sont très intéressants, notamment l'interview un peu fleuve du réalisateur Bob Swan qui revient sur la genèse du film et tout ça, et j'ai trouvé ça excellent. Vous avez une autre interview d'un scénariste français, ancien critique, ancien journaliste, qui est également intéressant parce qu'on voit un peu l'impact que le film a eu même aux États-Unis, où il est vraiment fortement réputé. Et voilà, un film qui n'a pas perdu encore une fois de son efficacité et que je vous conseille grandement. Les Pirates du métro, grand classique du cinéma américain des années 1970. Alors, je ne l'avais jamais vu, mais je connaissais le film de réputation, notamment avec Tarantino qui s'était servi de ce concept pour nommer en fait ses personnages par des couleurs. Il s'est directement inspiré de ce film-là. Et j'avais vu son remake, L'attaque du métro 123, donc remake réalisé par feu Tony Scott. Alors c'est un bon film, mais c'est pas le meilleur de Tony Scott, loin de là. Mais voilà, c'était agréable à regarder. Et j'étais curieux de découvrir ce film-là. Et honnêtement, je n'ai pas été déçu pour un film des années 70, et j'ai trouvé que la tension était excellente en fait. Le film est quasiment tourné en temps réel, et ce qui fait la force vraiment du scénario et du film, car à aucun moment la tension ne baisse. On va donc suivre un groupe de preneurs d'otages en fait, qui vont prendre en otage un métro et vont demander, je crois que c'est 10 millions de dollars donc pour libérer tous les otages, et ils ont quasiment, je crois, 1 heure et demie pour leur donner, sinon ils tuent tout le monde. Et franchement, j'ai adoré. Les acteurs, j'ai vraiment adoré aussi Walter Matthau qui joue le rôle du flic du
du métro et avec sa tête un peu droupie, il y avait quelques scènes qui sont vraiment excellentes avec lui, super drôles. Et Robert Shaw aussi est très charismatique dans le film et j'ai bien aimé la confrontation entre les deux lorsqu'ils dialoguaient par téléphone. Et honnêtement non, c'est un très très bon classique qu'on peut redécouvrir qu'on peut même découvrir aujourd'hui avec plaisir. Et le master est bon. Alors j'ai trouvé que les couleurs étaient un peu ternes. Alors c'est peut-être lié vraiment au cinéma de l'époque, mais en tout cas ça m'a pas sauté aux yeux. Il y a quelques petits plans qui sont plus granuleux que d'autres, mais dans l'ensemble, pour un film qui se déroule quasiment dans le métro, dans une ambiance relativement sombre, on s'en sort très bien. Et franchement, non, je vous le conseille. L'édition est vraiment très jolie. J'ai regardé après les bonus qui sont intéressants. Alors voilà, c'est un peu anecdotique, hein, et honnêtement, je vous conseille cette édition. Et on poursuit avec ce film qui est vraiment dans le haut du panier des comédies teenagers américaines des années 80. Pourquoi j'ai mis Ferris Bueller? Parce que Ferris Bueller est parmi les comédies les plus connues dans ce type de film. Mais honnêtement, 3 heures l'heure du crime, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu en France, car il est excellentissime. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film, à le découvrir aujourd'hui. Et j'en ai même parlé à mes enfants le lendemain, je leur ai raconté un peu le scénario, et même eux sont très intéressés pour le voir. Donc on va suivre ce personnage-là qui va passer une sale journée, on va dire. En fait, il va se rendre à son lycée. Et il y a un nouvel élève qui fait un petit peu parler de lui, hein, parce que apparemment c'est un élève relativement violent qui s'est fait virer de plusieurs collèges, enfin lycées, et il y a plein de rumeurs comme quoi il faut pas le toucher parce que sinon il pète un câble, il a frappé des profs et tout ça. Et en fait donc ce personnage-là va devoir écrire un article sur lui, sur son arrivée, et il va il va prendre contact un peu avec lui par hasard dans les toilettes et sans faire exprès, il va lui toucher l'épaule. Ce qui fait que lui va péter un câble et il va lui dire: toi, à 3 heures après les cours, je t'attends, on se bat. Et donc tout le film va se baser sur le fait que il va tout faire pour essayer d'esquiver cette confrontation et éviter de se mettre à l'amende par le nouveau qui est redouté de tous. Il est excellent aussi, hein, cet acteur-là, car c'est le méchant qu'on voit dans Un flic à la maternelle. Le père de famille, l'espèce de gangster et tout, c'est lui qui était plus jeune. Le film est très très dynamique. Là, j'ai trouvé qu'il était visuellement au top, des plans qui m'ont beaucoup rappelé la série Parker Lewis ne perd jamais. Et je pense que ce film-là, vraiment, en est l'inspiration totale, car on retrouve vraiment ces plans dynamiques et une mise en scène vraiment qui est aux petits oignons, et l'histoire est super divertissante. Franchement, si vous aimez les comédies donc à la Ferris Bueller, je vous conseille ce 3 heures l'heure du crime, vous ne serez pas du tout déçus. Et quand je me suis renseigné sur ce film-là, j'ai vu que c'était réalisé par Phil Joannou, et ça m'a permis de découvrir un autre film de ce réalisateur-là que je ne connaissais pas. Et franchement, je ne sais pas pourquoi je ne le connaissais pas, mais honnêtement, le casting me donne très envie. C'est Les Anges de la Nuit. Je lisais un article, en fait, un test sur cette édition-là, hein, les 3 heures l'heure du crime, et il citait ce film-là comme un excellent polar, un petit peu à la James Gray. Et franchement, je me suis dit, tiens, je le connais pas, je vais aller me renseigner. Et j'ai vu le casting: Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman, rien que ça. Je crois que c'est Sean Penn qui revient dans Hell Kitchen, un quartier new-yorkais irlandais. Et ça va être la confrontation entre la mafia italienne, les différents gangs, et apparemment le film est excellent. Et donc s'il est aussi bien filmé que 3 heures l'heure du crime, franchement je serais pas déçu. En tout cas, je l'ai pris, il était à petit prix sur Blue Cats, et j'ai craqué, car quand j'aime un réalisateur, je me dis j'aime bien découvrir ses autres films, en fait, hein, voir ce qu'il a pu faire d'autre. Donc voilà, 3 heures l'heure du crime, foncez, c'est top. Changeons de registre avec cette saga japonaise des années 50, Musashi, qui est un film dans la pure tradition des films Shambara, des films japonais. Le Shambara, c'est un style de film un peu KPDP par rapport, si on faisait une similitude avec la France. On va suivre ce personnage-là qui va devenir samouraï et qui va vouloir affronter d'autres samouraïs, en fait, d'autres personnes plus fortes que lui, pour vraiment mesurer sa
sa force. L'histoire, bah franchement, est très intéressante pour un film de cette époque, même pour cette trilogie de cette époque-là. On va suivre vraiment l'évolution du personnage. Bon, c'est pas non plus au niveau des combats, c'est pas la violence à la Baby Cart on va faire. Hein. Vous attendez pas à des geysers de sang ou pas. C'est plutôt un esprit même assez romanesque. Mais honnêtement, certains plans sont vraiment dignes d'un tableau. La musique, les affrontements sont très bien amenés. Franchement, j'ai pas été déçu et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir cette trilogie-là. Et ça m'a même motivé à me refaire la saga Baby Cart que j'avais en DVD, les 6 volumes. Et bon, ouais, si vous aimez les films de samouraï, c'est vraiment une découverte à faire car ça vaut le coup. Et donc comme j'étais vraiment dans cet esprit-là, j'ai voulu combler ma collection par des titres que je n'avais pas. Alors on n'est pas dans des films, on est surtout dans des films d'animation. Je pense, voilà, à Sword of the Stranger, film que j'ai vu à l'époque en démat, il y a quand même déjà pas mal d'années, et j'avais pris une claque. L'animation, l'histoire, tout est parfait dans ce film. Ça fait partie des meilleurs animés que j'ai pu voir, et les meilleurs films de sabre. Enfin, franchement, c'est top. Si vous ne connaissez pas cet animé et que vous aimez vraiment la culture comme ça japonaise, foncez, ça vaut vraiment le détour. Et j'ai été conquis il n'y a pas si longtemps que ça par un animé, enfin un film plutôt en pâte à modeler qui est Kubo. Et franchement, celui-ci, pareil, j'avais adoré l'ambiance, adoré l'univers. J'ai trouvé l'animation comme ça en pâte à modeler vraiment sublime. Et il me manquait ce film dans ma collection. Et c'est pour ça que, voilà, après avoir vu Musashi, j'ai fait, voilà, un petit tour de ce que j'avais vu un peu dans cet esprit que je n'avais pas encore dans la collection. Et ces deux titres-là, voilà, j'étais très content de pouvoir les trouver en occasion pour pas très cher. Mais ça vient combler ma collection et surtout que c'est des titres que je vais revoir avec un grand plaisir. Et je me prépare au cas où avant de vous parler du prochain film. Vous l'avez deviné, il s'agit du dernier Ghostbuster qui est vraiment terrible. Alors hop, je vais éteindre ça. J'ai tellement aimé, enfin, je suis tellement un fan de la saga que je me suis procuré ce goodies hein, qui est vraiment top. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et je me suis procuré également le steelbook du dernier, le Ghostbuster Afterlife. Alors, qui est vraiment une excellente suite, qui est le vrai Ghostbuster numéro 3. C'est rempli de tendresse, de bienveillance par rapport aux deux films d'origine. Je pense que c'est dû au fait que ça soit le fils d'Ivan Reitman qui réalise. Et malheureusement, Ivan Reitman nous a quittés il y a peu. C'est un excellent réalisateur. Où il y avait également Harold Ramis hein, qui faisait partie de l'équipe aussi, qui nous a quittés, il me semble, l'année dernière, ou il y a peut-être plus longtemps, mais qui était pareil, qui est top, qui manque beaucoup. Et je trouvais que ce film est un pur film hommage, et en même temps aussi une manière de mettre fin un petit peu à cet esprit années 80, enfin à transmettre un peu le flambeau en quelque sorte sur cette nouvelle génération, et c'est fait vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse, et c'est même parfois assez émouvant, donc c'est une très très bonne surprise. Il y a plein de références par rapport au film d'origine, mais c'est pas du tout polluant, ça sert l'histoire, ça construit tout ça, et voilà, c'est une très bonne suite. Même pour des personnes qui ne connaissaient pas la saga, qui étaient trop jeunes pour connaître ou autre, par exemple, je l'ai fait découvrir à mes enfants et à ma belle-sœur qui ne connaissait pas la saga Ghostbusters, et ils ont tous adoré. Donc franchement, foncez, c'est un excellent blockbuster, est un très très beau film hommage, et hormis même de cet aspect hommage, c'est un très bon film tout court. Le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Alors j'ai craqué pour ce steelbook-là, 4K. Je n'avais pas vu le film au cinéma et j'attendais vraiment d'avoir l'édition pour le découvrir. Je m'étais fait Spectre la veille pour vraiment être dans l'ambiance, parce que franchement il a mis du temps à sortir celui-ci, malheureusement à cause du Covid et tout ça. Et que dire de ce Mourir peut attendre. Alors c'est un bon épisode de la saga James Bond, c'est une bonne conclusion au personnage de James Bond et surtout par cette saga liée à Daniel Craig, mais j'étais quand même un peu déçu par l'histoire. Alors je vais pas faire de spoil, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai trouvé que déjà le méchant interprété par Rami Malek, c'était difficile de passer après Christopher Waltz, et franchement je trouve qu'il n'était pas, enfin en tout cas le personnage, pas l'acteur, était assez lambda en fait en termes de méchant.
Voilà, même son sbire, il était assez énervant, avec son œil comme ça un peu, enfin, pas bionique, mais électronique. Et c'était, voilà, enfin non, ça m'a un petit peu déçu. Certains personnages également, encore une fois, sans rentrer dans le détail, m'ont déçu, hein, des nouveaux arrivés, enfin surtout une nouvelle arrivée qui, pour moi, n'apporte rien à l'histoire. Et j'ai trouvé son personnage assez antipathique. Par contre, dedans, vous avez une nouvelle James Bond Girl qu'on voit très peu malheureusement, qui est interprétée par Ana Del Arma, ou Del Armas, si je me trompe pas sur son nom, mais qui est sublime, avec un excellent passage, une scène d'action qui est vraiment top. Et dedans, bah, malheureusement, je la trouve, elle est trop peu présente en fait. On la voit que dans une seule scène. Par contre, elle, son personnage aurait mérité à être beaucoup plus approfondi et de l'avoir plus dans ce James Bond, car franchement, voilà, ça aurait été mieux de la mettre à la place d'un autre personnage, mais encore une fois, donc je vais pas dévoiler qui c'est. En tout cas, bah, au niveau du master 4K, c'est top. Là-dessus, rien à dire. C'est même très efficace, même au niveau de l'atmos, sur certaines scènes d'action, parce que dans cet épisode-là, c'est le réalisateur qui avait créé la saga True Detective, enfin la série True Detective, qui avait scénarisé et réalisé la toute première saison, qui était excellente, hein. Mais là, voilà, c'est pas, je trouve, un réalisateur de films d'action. Alors, certes, il y a des scènes d'action qui sont efficaces, mais je trouve que le rythme est un peu en dents de scie dans cet épisode-là, et c'est un peu dommage. En plus, ça s'étire, ça dure 2h30. Léa Seydoux, c'est pas forcément une actrice que je porte dans mon cœur, je la trouve un peu antipathique, mais franchement, dedans, bon, ils ont quand même étoffé un peu plus son personnage, vous allez comprendre pourquoi. Elle m'a moins dérangé que dans Spectre, mais voilà, c'est pas non plus, je la classerai pas parmi les meilleures James Bond girls de la saga James Bond. En tout cas, c'est un épisode qui mérite le coup d'œil, qui est loin d'être honteux dans cette saga James Bond, mais voilà, dans un premier visionnage, ça m'a déçu. Alors peut-être qu'après, en le revoyant, je retrouverai plus de qualité que la première fois. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment tout de même content de posséder ce film dans ma collection qui vient compléter la saga James Bond. Le steelbook, je le trouve plutôt chouette. Là-dessus, rien à dire. Il manque un peu de débossage ou autre. Mais bon, voilà, cette continuité avec le 007 est vraiment sympa. Donc, non, je suis content d'avoir ce steelbook et d'avoir pu découvrir ce film dans de très bonnes conditions. Et on termine cette vidéo par Démon 1 et 2, sortis récemment en steelbook. Alors il y a deux versions, le steelbook 4K et le steelbook Blu-ray standard. Moi j'ai pris la version 4K. C'est une saga que je ne connaissais pas du tout. Pourquoi j'ai mis Zombie à côté et Eddie? Zombie tout simplement parce que c'est une production de Dario Argento, réalisée par George R. Romero. Et donc peu de temps avoir produit ce film Zombie, il a produit donc Démon, réalisé par le fils de Mario Bava. Alors Mario Bava est un très grand réalisateur italien. Je reviendrai dessus dans une future vidéo, car en ce moment je suis vraiment dans ma période italienne où je regarde pas mal de films italiens des années 60, 70, et voilà. Je reviendrai, j'ai pas mal de choses à vous présenter dans cet univers-là, mais ça sera l'objet d'une future vidéo. Et là, donc pour Démon 1 et 2, j'ai regardé que le premier en 4K, et je dois dire que ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça terrible. Bon, attention, après c'est un cinéma, d'horreur typique des années 80, avec la bande son hard rock, des années 80. Moi, ce qui m'a frappé dans ce film-là, c'est la couleur. C'est la luminosité, ce bleu, ce jaune, ce rouge, vraiment qui est sublimé par l'HDR du master. Vraiment, le master 4K et Top Petits Oignons est vraiment top, super travaillé. La bande originale, je l'ai regardée en DTS HD version italienne. J'ai trouvé ça également très efficace. Les maquillages sont top, ça fait penser un peu à Evil Dead au niveau de ces démons, avec juste le petit truc, avec l'espèce de bave verte qui ressortent, qui est un peu abusée, je trouve. Mais en tout cas, les démons, sont très efficaces, et l'histoire d'amener cette histoire dans un cinéma avec des adolescents qui regardent un film d'horreur et qui vont être confrontés au même délire qui se passe dans le film qu'ils regardent, aux mêmes créatures en quelque sorte, c'est franchement
terrible. L'attention ne vous lâche pas, c'est vraiment un film d'horreur divertissant, vraiment gore. Franchement, le maquillage, enfin les maquillages en tout cas pour l'époque, c'est encore une fois top. Donc voilà, si vous aimez les films d'horreur, n'hésitez pas, et surtout en 4K, c'est sublime. Les couleurs, encore une fois, sont vraiment magnifiques. Le Blu-ray en lui-même, je me suis un peu attardé après sur les bonus du premier, et vous avez un peu une interview fleuve pardon, du réalisateur hein, Lamberto Bava, et franchement, c'est passionnant. Ça dure 36 minutes et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à connaître un peu la genèse du film, et puis on voit un peu la relation qu'il a avec Dario Argento. Vous avez aussi une interview de Dario Argento dans ce Blu-ray là. Donc franchement, si vous le possédez en DVD ou autre, n'hésitez pas à l'upgrader en 4K parce que honnêtement, c'est le jour et la nuit, ça vaut vraiment le coup. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Comme j'ai pu vous le teaser juste avant, la prochaine vidéo sera principalement dédiée au cinéma italien. Je suis vraiment pleine de découvertes sur ce cinéma-là, notamment d'un genre précis. Vous allez comprendre lequel dont je parle très prochainement. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée ou de bonne soirée. Hein, ça dépendra à l'heure que vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!